Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis à nouveau en compagnie de Jean-Charles Bouchou. Comment ça va, Jean-Charles? Très bien, Steven, et toi, comment vas-tu? Ça va mieux, nickel, ça va Bon. mieux, ça va bien. Ah ouais. Petit lapsus. Alors, première question, Jean-Charles. Avant que l'interview commence, j'ai un message pour toi très rapide. Avec Jean-Charles Bouchou, on a créé une formation gratuite de 4 vidéos. 4 vidéos que tu peux retrouver tout de suite maintenant sur le lien qui est dans la description et dans les commentaires. Il suffit de mettre ton email et on t'envoie les 4 vidéos que tu vas recevoir. Une vidéo le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Pour comprendre les pervers narcissiques et te reconstruire. Voilà, tu as le lien juste en dessous. Moi, je te dis à tout de suite et bonne interview. On va commencer directement. Toi et moi, on le sait, quand on a des personnes en consultation, et toi beaucoup plus que moi, les victimes de pervers narcissiques mettent le focus sur le pervers narcissique. C'est-à-dire que Oui, pendant pas mal de séances, elles peuvent parler du PN oui. à longueur de temps. Comment on peut expliquer ce focus-là? Ben, c'est juste normal, hein. C'est juste banal. Si tu veux, nous, dans notre posture de thérapeute, je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui regardent nos vidéos, c'est important d'accueillir ce qui se dit. Donc, la personne nous parle d'un autre, et ben, on l'écoute parler d'un autre, et ça dure une séance, 2 séances, 3 séances. Et puis, effectivement, à un moment donné, on va faire remarquer à notre patient, mais vous savez, vous me parlez toujours d'un autre, et vous n'existez pas. Et c'est super intéressant de se rendre compte que certainement il y a eu le travail du pervers narcissique, bon, on en a suffisamment parlé, mais il y a le travail de la victime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la victime est victime d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'oublie complètement au profit de l'autre. Et nous, thérapeutes, nous venons faire tiers. C'est-à-dire, oui, je vous ai entendu, oui, je vous comprends. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose de vous. Et à ce moment-là, la personne, elle vient parler d'elle-même. Tu vois? Ben, en même temps, c'est normal. Hein, si tu avais été attaqué par un tigre et qu'on se rencontre tout de suite après, tu vas me parler du tigre. Ouais. Tu vas pas me parler de toi. Bien sûr, mais on le sait, il y a des personnes qui ressassent en permanence et quand ça dure trop longtemps. Alors, quand ça dure, c'est normal que ça dure. Ouais. Ça prend le temps que ça doit prendre. Moi, j'ai pas du tout envie de faire comme le DSM. Tu sais, le DSM, c'est le dictionnaire des symptômes psychiatriques. Ouais. Où on te dit, quand vous avez perdu un enfant, si au bout de 3 mois vous pleurez encore, c'est une pathologie. Ouais. Je te promets, c'est écrit ça. Donc, si vous avez besoin de pleurer 3 mois, ben, pleurez 3 mois. Si vous avez besoin de pleurer 6 mois, vous pleurez 6 mois. À un moment donné, je suis d'accord quand même que c'est pathologique. C'est-à-dire quand on ressasse. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, c'est fini depuis 2 ans. Et je tourne toujours en boucle à tout ce que j'aimerais dire à cet autre. Là, effectivement, ça vaut le coup de consulter. Ça vaut vraiment le coup de consulter parce qu'on est dans quelque chose d'obsessionnel et c'est l'obsession de la victime. Même si on a le sentiment que ça vient du pervers narcissique, ça reste quand même le symptôme de la victime. Et comment tu travailles sur une personne en consultation, en thérapie par exemple, qui a une obsession? C'est très difficile. Je crois que c'est les patients les plus difficiles avec qui on peut travailler, ceux qui ont des obsessions. Une fois de temps en temps, je leur coupe la parole. Je ne suis pas toujours très poli. Je dis, bon, ça, vous l'avez déjà dit, je connais. Parlez-moi de vous. Tu vois, je renvoie. Vous êtes le sujet de votre propre histoire. Récemment, sur YouTube, j'ai dit, vous êtes responsable et ça a fait bondir quelqu'un. Non, je ne suis pas responsable. C'est l'autre qui m'a attaqué. C'est donc la responsabilité de l'autre. Ouais, je suis d'accord. Bien sûr que c'est l'autre. Hein. L'autre est coupable, si vous voulez, de vous avoir attaqué. Mais vous êtes quand même responsable à un moment donné de vous en apercevoir, responsable d'en sortir, responsable de trouver une solution. Et si vous n'êtes pas responsable, parce que je donne l'exemple du petit enfant qui subit des parents pervers narcissiques, n'est pas responsable évidemment de ce qui lui arrive. Mais à un moment donné, je vous souhaite de devenir responsable. Tu vois? Si vous ne l'êtes pas, devenez-le. Et responsable ne rime absolument pas avec coupable. Hein. Ce sont 2 mots très différents. Je suis coupable si j'ai commis une faute. Je suis responsable si je peux répondre de mes actes. Et à un moment donné, ça vaut le coup de devenir responsable. Justement, être responsable, c'est avoir le pouvoir. C'est se dire, je vais reprendre les choses. Oui, c'est avoir le pouvoir d'aller là où on a envie d'aller, d'être qui on a envie d'être, c'est retrouver sa liberté, je suis d'accord avec toi. Et tu penses qu'une victime qui s'oublie, par exemple, elle s'oublie par un manque d'identité ou par sacrifice? Ah, c'est drôle comme question. Manque d'identité, on pourrait dire aussi que le fait de se sacrifier, c'est son identité. Ouais. Tu vois, c'est devenu son identité. Donc c'est vrai que quand on est là dans quelque chose de très narcissique, ça va être là aussi difficile à travailler. C'est long, c'est très long. Il y a des personnes pour qui c'est rapide, hein. Il y a des personnes, elles ont besoin de comprendre, elles étaient prêtes, elles t'entendent, elles disent ce qu'elles ont à dire, elles avancent et en quelques semaines, c'est terminé, quoi. Et puis tu as des personnes, ouais, ça dure des années parce qu'on va aller toucher au fondement. Pourquoi est-ce que vous êtes une victime? Pourquoi est-ce que vous sacrifiez? On ne doit jamais se sacrifier. On ne se sacrifie pas, même pour ses enfants. C'est une bêtise. Et c'est quelque chose de très lourd qu'on leur fait porter. Hein. Tiens, c'est amusant. Je reçois une jeune personne qui se scarifie. Ouais, allez savoir pourquoi elle se scarifie.
On en parle ensemble. Et à un moment donné, il dit oui, mais vous savez, moi, ma mère s'occupe de sa mère, elle se sacrifie pour sa mère, et puis pour nous aussi, parce que mes frères et sœurs, elle s'est sacrifiée pour nous. Je dis stop, scarifier, sacrifier, c'est les mêmes lettres. Est-ce que dans l'inconscient, il n'y a pas quelque chose qui dit je vais faire comme maman, je vais me scarifier? Il y a une prise de conscience. C'est-à-dire, ne vous sacrifiez pas pour vos enfants. On ne se sacrifie pas. Pour personne. Personne. Et nos enfants n'en ont pas besoin qu'on se sacrifie pour eux. Bien sûr. Hein? Alors, comment on peut faire pour... Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ont, comment dire, un mode de pensée de victime? Est-ce que tu penses que parfois on se met dans cette case de Bien victime sûr. et on le reste? Oui. Ah, on y reste, on va rester positif quand même, on va rester optimiste. Oui, parce que Freud dit ce qui est demeuré incompris dans l'histoire, dans l'enfant, qui a été refoulé, fait retour et se rejoue. Très souvent, on reprend une place qui ressemble à quelque chose qu'on a vécu dans l'enfance, l'idée étant de comprendre ce qu'on a à comprendre. Le problème, si tu veux, c'est que si, petit enfant, je suis devenu victime, quand adulte, je vais me retrouver victime de quelqu'un, je vais reprendre la place de l'enfant et je risque de me laisser faire. Même si dans l'inconscient, je me suis dit, j'aimerais bien rencontrer de nouveau un pervers, il verrait de quel bois je me chauffe. C'est un petit peu ça, bon, je caricature, mais c'est pas loin d'être ça. Donc, quand on travaille avec des gens comme ça, en fait, on travaille très peu sur leur pervers narcissique ou leur relation dans l'actuel, suffisamment parce qu'ils ont besoin d'en parler, on ne va pas leur dire on parle d'autre chose que ce que vous voulez. Mais très rapidement, on part dans l'enfance. En tout cas, c'est le postulat de la psychanalyse. Et dans l'enfance, très souvent, on va trouver qu'est-ce qui se rejoue. Qu'est-ce qui se rejoue? Les schémas qui se répètent. Oui, mais ça, c'est pas une malédiction. Ou alors, j'aime assez le mot malédiction, tu sais. Malédiction, c'est ce qui a été mal dit. Et ça peut être remplacé par une bénédiction, c'est-à-dire ce qui a été bien dit. Et c'est ça le travail du psychanalyste, c'est de transformer une malédiction en bénédiction. Ouais. Et le fait d'avoir vécu ces schémas dans l'enfance et de les répéter, c'est pas aussi le fait de cette impression de ne pas réussir à aller voir l'inconnu parce que c'est plus facile de rester dans cette zone de confort? Très intéressant ce que tu dis, et ça dépasse largement le cadre des relations pervers narcissiques. Mais oui, on a peur de l'inconnu, nous fait peur. Or, par essence, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer ce soir. Ouais. Tu vois? Quand je fais un pas, je suis persuadé mais je ne sais pas où il va m'amener. Donc, de toute façon, l'instant d'après est inconnu. Et tout à l'heure, nous parlions de l'obsessionnel. L'obsessionnel, il a absolument un besoin vital, c'est de savoir exactement ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Et il est dans un contrôle permanent. Ouais. Mais c'est épuisant. Lâcher. Lâcher prise. J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Lâcher prise, si ça vous intéresse. Bah, c'est pas que je vais y faire ma promo, c'est que... Non, c'est pas ça. C'est pas seulement le but de faire ma promo. C'est que, pour moi, lâcher prise, c'est une injonction paradoxale. Et je m'en explique bien dans la vidéo. Parce que plus vous allez vouloir lâcher prise, plus vous allez vous tendre, en fait. Il faut lâcher prise, y compris du lâcher prise. Ouais. Mais ça, je l'explique bien dans cette vidéo. Alors, allez voir la vidéo de Jean-Charles Bouchou. Alors, comment on fait, Jean-Charles, après une relation toxique, pour retrouver l'amour de soi? On parle, on se réinscrit dans la vie, on essaye de comprendre pourquoi on a vécu ça. Et je ne sais pas, tu es fan un petit peu des livres dont on est le héros? Oui, ça, c'est quelque chose que je raconte souvent à mes patients. Bah, on prend par exemple, n'importe lequel. Le héros, à un moment donné, il rentre dans une belle clairière, tout est magnifique, les couleurs sont superbes, il y a un joli petit ruisseau, un château avec des elfes qui sont très très beaux. Puis à un moment donné, on dit au héros, mais tu dois sortir de cette prairie, de ce château, et rentrer dans la forêt où il y a des vilaines araignées. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'aime bien le voyage du héros. C'est que quand on a affaire à quelqu'un comme ça, on a un trésor à trouver. Tu vois, l'élixir, Joseph Campbell qui a travaillé sur le voyage du héros, dit on ramène l'élixir. Donc, si vous êtes en dépression, si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait du mal, si vous êtes, voilà, sortez-en, mais n'oubliez pas de trouver le cadeau qui vous a été fait à ce moment-là. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui disent j'en suis ressorti grandi. Il y a toujours un cadeau. Ah forcément, sinon à quoi ça servirait? À quoi ça servirait? Nous ne vivons jamais rien par hasard. Bien sûr. Alors, je sais que tu aimes bien la philosophie zen, Jean-Charles. C'est quoi pour toi le zen et comment ça peut nous aider à affronter les difficultés de la vie? Le zen ne sert pas à affronter les difficultés de la vie. Le zen va nous montrer
qu'il n'y a pas réellement de difficulté de la vie. Ok. Donc le zen, c'est la méditation. C'est une méditation qui nous a été enseignée par le Bouddha. Et le Bouddha, il s'aperçoit, mais un petit peu comme en psychanalyse, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui me disent comment est-ce que vous arrivez à concilier bouddhisme et psychanalyse alors que normalement tous les opposent. Moi, j'arrive pas à voir les oppositions qu'il y a là-dedans. Les deux nous disent, nous sommes conditionnés. Et quand est-ce que nous nous sommes conditionnés? Nous nous sommes conditionnés quand nous étions petits. C'est-à-dire, tu arrives sur cette planète, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est bizarre d'être vivant, quoi, d'être en vie, c'est tellement bizarre. Bah, téter, boire, bouffer, quoi, en clair. Ah bon, d'accord. Et à partir de là, tu commences à organiser, si tu veux, ton schéma de pensée sur boire, téter, manger. Et si on ne te donne pas, eh ben, tu vas sucer ton pouce, tu vas attraper un morceau de couverture, tu vois, tu découvres le monde comme ça pour pouvoir l'avaler. En psychanalyse, on appelle ça l'oralité. Ensuite, ben, tu as la découverte de la sexualité, donc voilà, la vie, elle pourrait se résumer à boire, bouffer, baiser, quoi. Bouddha, à un moment donné, dit, d'accord, ce monde conditionné va nous entraîner vers la souffrance immanquablement. Et ce monde conditionné, en sanskrit, c'est appelé samsara. Et le Bouddha dit, bien écoutez, le fait que nous soyons conditionnés à des causes, on peut arrêter ces causes. Et la méditation, tout simplement, c'est arrêter, quoi. La première chose que fait le Bouddha, c'est d'arrêter de manger, tiens, par exemple. Avant même d'être le Bouddha, d'ailleurs. Il a fait un jeûne qui a duré plusieurs mois. Il aurait même pu en mourir jusqu'à comprendre que non, on doit respecter nos besoins d'autoconservation. Donc, il se remet à manger. Mais d'abord, il arrête de manger. Il dit non, moi, je joue plus le jeu, quoi. Voilà, c'est ça. Le jeune prince Siddhartha dit, ça m'intéresse pas, je joue pas le jeu. Je veux pas être prince. Je ne veux pas rentrer dans ce conditionnement. Donc, il cherche le déconditionnement. Donc, la philosophie zen, c'est un déconditionnement. Ok. Comment tu fais, toi, pour méditer, Jean-Charles? Je m'assieds. Ouais. Je m'assieds. Il faut que les genoux soient plus bas que la taille. Donc, normalement, on le fait sur un coussin, idéalement. Okay. Ceux qui ne sont pas assez souples peuvent s'asseoir sur une chaise. Ouais. Ensuite, main gauche, poser la main droite, les pouces se touchent. Tu vois, je redresse ma colonne vertébrale, j'abaisse les yeux devant, comme ça. Et puis j'ai un bel inspire, un bel expire, et je respire. Et alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop comment ça fonctionne, on pense à quoi? Est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on pense pas? On pense pas. Ben, si tu veux, tu ne fais rien. Ouais. Donc évidemment, immanquablement, les pensées vont s'imposer à toi. Bien sûr. Et on en fait quoi de ces pensées? On les laisse passer. On les laisse passer. C'est-à-dire, je suis incapable, et je crois que c'est pareil pour toi, je pense que c'est pareil pour tout le monde, à la fois de me concentrer sur un mouvement, en fait, essayez, hein, et d'être dans mes pensées. Donc, tant que je redresse ma colonne vertébrale, je ne suis pas dans mes pensées. Quand mes pouces se touchent, je ne suis pas dans mes pensées. Quand je suis centré sur mon expire, sur mon inspire, je ne suis pas dans les pensées. Mais, chasser le naturel, très rapidement, je me déconcentre, et là, je pars dans mes pensées, d'accord? Quand je m'en aperçois, je laisse passer la pensée, je ne cherche pas à la chasser, et je me reconcentre sur ma posture, et automatiquement, je suis sans pensée. Ok? Alors au début, c'est quelques minutes de méditation, même si vous pratiquez, moi je pratique 1h30, hein, 2 fois 45 minutes, ouais. 2 fois 40 minutes, et plus une marche méditative. Mais à force de pratique, les temps sans penser sont de plus en plus longs, et même dans la vie de tous les jours, on transporte cet état. Et je crois qu'on peut le faire tout le temps et partout, ça peut ouais, être dans mais les transports, n'importe. Si tu fais la vaisselle, ouais. Surtout à la maison, battez-vous pour que ce soit vous qui soyez responsable de la vaisselle. Non, mais c'est parce que partout on écrit « Ouais, c'est moi qui fais la vaisselle, l'autre le fait jamais ». Quelle chance. Quand vous faites la vaisselle, moi à la maison, c'est moi qui fais la vaisselle. Si vous êtes concentré sur le mouvement, en plus c'est pas désagréable, l'eau elle est douce, il y a du savon sur les mains, puis tu nettoies, quelle chance. Si vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous n'êtes pas dans vos pensées. Mais évidemment, à un moment donné, vous vous déconcentrez, vous revenez dans vos pensées, vous vous en apercevez, revenez au mouvement, je lave, je rince, je sèche. Pareil pour la cuisine, le tir à l'arc. Tout. C'est tout faire en pleine conscience quelque part. Oui. C'est ça. Oui, concentré. C'est le pouvoir du moment présent décartolé. On se concentre sur nos sens. Ouais. C'est intéressant. C'est la concentration. Ouais. Qu'est-ce que la méditation? La concentration sur la posture, la respiration. Il y a des gens qui utilisent des mantras, moi je ne le fais pas, mais il y a des gens qui utilisent des mantras. Je trouve que ça me semble un peu plus difficile, mais il y a des gens qui ça parle très bien, donc continuez. Alors, une autre question, on va sortir du zen, Jean-Charles. Question qui peut intéresser beaucoup de monde. Est-ce que tu as déjà rencontré
un ou plusieurs pervers narcissiques dans ta vie? Un ou une, Un ou une, ou plusieurs, voilà. ou plein. Ben bien sûr que j'ai rencontré des pervers. Oui, oui, j'ai rencontré des pervers, puis je sais, ça manque pas. Alors, beaucoup de personnes qu'on serait tenté d'appeler des pervers narcissiques qui, en fait, emploient... Des mécanismes. Ouais. Énormément. Je veux dire, le borderline, par exemple, mais j'en ai déjà parlé. Schizophrène. En plus, le schizophrène, quand il est en crise, quand il utilise des mécanismes de défense pervers narcissiques, pour un psychiatre, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il tente d'en sortir. Donc, d'amener une réalité qui serait assez proche de son truc. D'ailleurs, on risquerait rien. Si le pervers narcissique existe, c'est une forme de schizophrénie. Ouais. Qui, au lieu de se jouer à l'intérieur, va se jouer dans un couple fusionnel. Je suis Jekyll, tu es Hyde. Mais je n'ai pas répondu à ta question. Est-ce que j'ai rencontré un pervers narcissique? Waouh. Je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais je vais vous en donner un que j'ai jamais dit à personne. Un éditeur. Waouh, quel... J'ai pas dit le mot, hein. Bip. Ouais. C'est un éditeur à qui j'ai proposé un livre. Le gars est psychologue clinicien, et psychologue clinicien de formation, et il est devenu éditeur. Grand sourire et tout, ouais, vous êtes formidable, vous êtes merveilleux et tout. Bon, la sélection, elle y était, et il ne m'a jamais payé. Il m'a jamais payé. Alors un jour, je l'ai contacté, je lui ai dit non, mais c'est pas normal, si vous ne me payez pas, je vais en justice. Et puis je suis venu le voir, pourtant il est loin, il est à Nice, tiens, on va dire. Il est à Nice. Comme ça, vous allez savoir de qui il s'agit. Et il m'a dit avec un grand sourire, mais il était heureux, quoi. C'est là, il y avait une jouissance chez lui. Ouais. Parce que c'est pas les 3 francs 6 sous qui m'a piqué, en fait, c'est pas si grave. Il m'a dit, pour moi, quelqu'un qui va en justice, c'est du niveau psychiatrie. Tu vois? C'est ce qui me fait dire que c'est un pervers, c'est parce que j'ai senti sa jouissance. C'est pas je suis embêté. Moi, il m'aurait dit je suis vraiment embêté, ma société va mal, j'arrive pas, je vais pas arriver à vous payer. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais rien dit. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je le fasse? Il y avait dans son regard, dans il y avait une jouissance. Il y avait une jouissance. Il avait gagné quelque chose. Ouais. Il a tout perdu, hein, parce que on aurait pu travailler ensemble et faire de très belles choses. Mais je pense que ce sont des gens. Le propre même de la perversion narcissique, c'est la jalousie. Hein. Bien sûr. La jalousie, tout simplement. Hein. C'est un mec qui aimerait écrire, hein, et puis il sait pas écrire. Hein. C'est tout. Hein. Le pervers narcissique choisit avant tout une victime pour ce qu'elle a. Ouais. Mais par contre, ce qui est important de signaler, donc là j'ai le sentiment d'avoir rencontré un pervers narcissique que je ne connais que dans quelques échanges. Je ne sais pas comment il est à la maison. Hein. Ouais. Mais je ne suis pas vraiment sa victime. Alors j'ai été victime dans le sens où il ne m'a jamais payé. Ouais. Mais quand j'ai vu à qui j'avais affaire, je me suis barré. C'est-à-dire j'ai mis en application ce que je conseille aux gens qui viennent me voir. J'ai pas de relation avec ce mec, c'est un connard. Alors j'avais demandé, Jean-Charles, à mes abonnés de te poser des questions. J'en ai sélectionné 2. Une personne qui me demande, est-ce que c'est important, d'après toi, utile, d'apprendre à nos enfants ce que c'est l'amour sain pour éviter les pièges d'un amour toxique? C'est une très jolie question. Alors, je vous raconte une petite histoire, vous avez 2 minutes. Quand mon aîné était petit, je rentrais à la maison en sortant du travail, j'étais fatigué et j'avais ce côté un peu autiste en fait. C'est que quand je rentrais chez moi, je m'asseyais dans un fauteuil, je prenais un journal et je faisais un mot fléché. Okay. D'accord? Ça dure un quart d'heure, hein, c'est pas grave. Hein. Et après, j'arrêtais puis je vaquais à mes occupations. Et c'était mon truc, c'était mon côté un peu... Petit mot fléché. Bon, voilà. Ouais. Et puis un jour, j'entre à la maison et j'attrape mon mot fléché. Et là, dans chaque case, il y a un petit gribouillis qui a été fait. En fait, mon gamin m'a vu écrire le mot fléché, donc pendant que j'étais pas là, il a pris le fauteuil de papa, et puis il a pris le magazine de papa, le stylo de papa, et il a fait son mot fléché. Il avait 2 ans, il ne savait pas écrire. Hein. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Si vous voulez apprendre à vos enfants à lire, je vous en prie, ne leur dites pas, mais tu devrais lire, ça je l'ai entendu, hein. Tu devrais lire, je ne comprends pas que tu lises pas. Non, vous vous asseyez dans un fauteuil, vous prenez un livre et vous lisez, mais même si c'est un quart d'heure, déjà c'est un beau cadeau que vous vous faites, puisque vous êtes persuadé qu'il faut lire. Vous lisez pendant un quart d'heure, mais vous dites rien, gosse, juste laissez traîner un livre de son âge, avec des belles images et tout, mais vous ne lui donnez pas. C'est-à-dire que le gosse, il va se servir, il va s'asseoir dans votre fauteuil ou dans son fauteuil, et il va commencer à lire. Donc l'amour sain, c'est pas je ne cherchais pas à éviter la question. L'amour sain, j'aime mes enfants. Mes enfants savent que je ne leur demande rien. Moi, quand je parle à mes enfants, je leur dis j'ai confiance en vous. Je sais que vous y arriverez. Donc l'amour sain, évidemment que je l'aurais enseigné en les aimant.
D'accord? Alors après, je vais aller dans le sens de ton auditeur. Bien sûr que peut-être à l'adolescence, on va mettre en mots et avoir des discussions avec eux, je suis d'accord. Donc l'amour sain, c'est quoi? C'est un amour où je me respecte. C'est un amour où je respecte l'autre. On leur explique que voilà, l'autre n'est pas un objet. On va mettre quelques mots, bien sûr qu'on va leur mettre quelques mots, mais on ne va pas leur prendre la tête outre mesure. De toute façon, l'amour, ils commettront les erreurs qu'ils doivent commettre. On ne va pas parler à un enfant de 4-5 ans de pervers narcissique. On l'aime. Ouais, c'est ça. On l'aime. L'enfant va imiter. On l'aime comme un sujet. Ouais. On évite de trop crier aussi. Mais là, je ne veux pas vous embêter si vous criez à la maison. Mais enfin, moi, mes enfants, quand ils faisaient une bêtise, je les regardais, je disais, t'es sûr de ce que tu fais? Et là, l'enfant est embêté. Et il est obligé de réaliser qu'il fait quelque chose qui n'est pas juste et de comprendre le pourquoi, le comment. Et il arrête. T'as pas poussé un cri. Et le gosse a compris. Parce que quand on crie, le truc, c'est pas il faut que je fasse bien parce que c'est bien. Il faut que je fasse bien pour rester en vie, quoi. C'est de la survie. J'exagère un peu. Dans certaines familles, c'est ça. Hein. Quand il y a trop de cris, c'est plus, on n'élève pas l'enfant, il est dans la survie. Il est dans la survie. Donc, vive l'amour sain. Et parce qu'on aime sainement nos enfants, parce qu'on on les responsabilise, alors naturellement, automatiquement, ils iront vers un amour sain. Et effectivement, à l'adolescence, on pose quelques mots, mais il n'y a pas non plus grande littérature à faire. Ouais. Alors une deuxième question, Jean-Charles, d'une auditrice, ou non, d'un auditeur, je crois. Pourquoi j'ai le sentiment d'attendre que mon PN me recontacte pour avoir une dernière explication et lui dire tout ce qu'il est? Bien sûr. Tout ce qu'elle est. Ouais, je comprends. Alors, il y a des liens qui nous rattachent à une personne qui a employé envers nous des mécanismes de défense pervers narcissiques. Hein, sont les liens, on en avait parlé dans d'autres vidéos déjà, le lien filial, l'ordination, et là donc le lien amoureux. Qu'est-ce qui m'attache à l'autre? Il y a plein d'explications différentes qui nous rendent comme addicts. Vous avez notamment le sauveur qui a envie de sauver l'autre. Vous avez plein de cas. Et effectivement, le besoin d'être compris et le besoin d'être compris par l'autre. Et il y a des gens que ça rendrait fou de ne pas être compris. Mais c'est son fonds de commerce. C'est son fonds de commerce. Ouais. De jour, si jamais il vous disait « j'ai compris », le lien est rompu. Il ne va pas rentrer là-dedans. Ouais. Alors vous allez lui expliquer le pourquoi, le comment. Il va dire « ouais, ça c'est toi qui le dis. Hein. Ouais, elle est comme ça, ouais, je suis habitué. Non mais s'il te plaît, arrête. » C'est ça qu'il doit entendre tu vois. Ouais. Et plus vous allez vers lui, plus vous vous faites blesser. Et plus vous vous faites blesser, plus vous avez envie de revenir. C'est une forme d'addiction tu vois. Plus le cercle est... À un moment, il faut couper. Couper le contact. Couper. Et après, si vraiment vous avez besoin d'être compris, ça je le comprends très bien, moi, c'est aller voir un thérapeute, écoutez Steven sur ses vidéos, lisez mes livres. Ouais, écoutez-moi. Même pas écoutez-moi dans le sens... Pas en mode gourou. Oui, c'est ça. De toute façon, je réponds rarement directement aux questions. Je donne des éléments pour que vous fassiez vous-même votre propre réponse. C'est le psychanalyste, c'est ça. Ouais. C'est ça. On donne pas de conseils finalement. Non, moi je donne. Bien sûr, c'est vous qui les avez en vous, c'est vous qui devez les trouver. Mais oui, acceptez que vous ne serez jamais compris. Ouais, encore une fois, on revient à l'inconnu. Oui, puis ça ramène aussi aux petits enfants. On attend de notre parent, on attend de plein de choses. Mais regarde, les deux questions, elles se ressemblent en fin de compte. On attend de notre parent de l'amour, par exemple. L'amour, c'est comme le lait maternel, et ça nous aide à grandir. Ouais, et si le parent n'est pas capable de donner de l'amour? Ça existe, hein? Un parent dépressif, par exemple, c'est pas de sa faute. Il est dépressif. Un parent pervers, un parent égocentrique, ne va pas vous donner d'amour. Donc, on reste attaché à lui en se disant, il finira bien par donner ce dont j'ai besoin. Ben non. Dans une vidéo, j'avais dit à quelqu'un, si votre parent n'avait pas de bras, vous lui reprocheriez pas de ne jamais vous avoir pris dans les bras. Ouais. Voilà. Ben, votre parent n'était pas capable de vous aimer, par exemple, si c'est le cas. Ou n'était pas capable de vous comprendre. Bon, ben, vous allez vous expliquer ailleurs. Vous allez vous faire aimer ailleurs. Parents, c'est des géniteurs. Hein. Ils nous ont donné ce qu'ils ont pu. Et s'ils n'ont pas pu donner mieux, ben, il va falloir que j'apprenne par moi-même à me faire aimer par d'autres, à me faire comprendre par d'autres, et donc à couper. Couper ces liens toxiques. Couper le cordon. Ouais. Merci Jean-Charles. Ouais, avec plaisir. Je vous rappelle, on a fait une formation gratuite avec Jean-Charles de 4 vidéos pour comprendre les pervers narcissiques et se reconstruire. Vous avez le lien juste en dessous. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut Jean-Charles. Ciao, à bientôt.